Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les micro-organismes et la santé. Donc on va voir qu'il y a des aspects positifs et puis des aspects de pathogénicité. Donc nous allons commencer par parler des bactéries et de la santé. Alors j'ai choisi de vous parler de l'histoire naturelle d'un micro-organisme qu'on appelle Treponema pallin. Son nom latin c'est Treponema, donc c'est son nom de genre, on mettra un grand T, et pallidum, un petit p, parce que c'est son nom d'espèce. Vous constatez que c'est un organisme qui a une forme ici de spirale, donc c'est une bactérie spiralée qui est assez particulière et qui va donner une maladie effroyable, la syphilis. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de la syphilis? Parce que je me suis aperçu en lisant un certain nombre d'enquêtes que certaines populations eh bien, utilisaient de moins en moins les préservatifs, ne se protégeaient plus lors de rapports sexuels. Alors pourquoi? Parce que le VIH ne fait plus peur. Il se trouve que les préservatifs ont été très utilisés par les gens qui ont vécu les générations SIDA, on va dire. Mais il n'y a pas que le SIDA. Et le sida reste une maladie extrêmement préoccupante. Donc il faut s'en protéger, et on va discuter, nous, de la syphilis, et vous allez voir, j'espère que ça va vous faire réfléchir quant à l'utilisation des préservatifs. Alors la syphilis, elle se déroule en 3 temps. Et puis elle est assez particulière comme maladie parce que vous allez voir, premier temps, vous avez des chancres comme ça, un chancre qui va apparaître. Alors il peut apparaître au niveau sexuel si on a été contaminé au niveau du sexe, mais il peut apparaître aussi au niveau de la bouche si on a été contaminé au niveau de la bouche. Tiens, ce qui me dit quand même une petite chose, c'est que en termes de protection lors de rapports sexuels, c'est que si j'ai un rapport bouche-sexe avec une personne qui est contaminée, eh ben, je peux tout à fait attraper la syphilis. Donc le préservatif, ça n'est pas réservé uniquement au rapport sexe-sexe, mais aussi au rapport bouche-sexe. C'est très important. Alors, c'est un drôle de truc, ce chancre, puisqu'en fait, il fait pas mal. On est qu'il est indolore. Et puis, il disparaît de lui-même. Donc, certains vont hésiter à aller voir un médecin lorsqu'ils verront qu'ils ont un chancre de ce type-là. Et puis, comme ils vont le voir disparaître, ils vont se dire, c'est bon, au final, fausse alerte. Bon. Et puis, il y en a d'autres qui l'ont pas vu. Quand on est un homme, ben, c'est plus facile de le voir sur son sexe. Dans une bouche, c'est pas simple de le voir, parce qu'il fait pas mal, je vous le rappelle. Quand on est une femme, lorsque le chancre est à l'intérieur du sexe, compliqué de le voir aussi. Et puis, plus rien. Donc, on va avoir une petite période où il ne se passera rien. Et quelques semaines plus tard, on va avoir une éruption cutanée un petit peu partout sur l'organisme. Là encore, si on ne va pas voir le médecin, ça va disparaître. Donc on va se dire à nouveau, fausse alerte. Puis il peut ne plus rien se passer pendant plusieurs années. Et un jour, eh bien, on peut rentrer dans le stade 3, dont on va reparler. Vous allez voir que c'est un stade qui peut être gravissime. Alors la même chose en image, ici vous avez une personne qui a été contaminée et puis qui rentre en syphilis primaire et qui a un chancre qui apparaît, mais un chancre totalement indolore. Donc il est contaminant à ce moment-là, hein, bien entendu. Ce chancre peut disparaître et puis ensuite cette personne peut rentrer dans une syphilis secondaire avec une éruption cutanée qui elle aussi peut disparaître. Vous voyez le côté sournois de la maladie. Et ici vous avez un exemple de dégradation tissulaire au niveau d'une syphilis tertiaire. Je vous réserve un autre pour tout à l'heure. La barrière absolue contre tout ça, c'est que dans tous vos rapports sexuels, que ce soit orogénitaux ou sexe-sexe, eh bien, c'est d'utiliser des préservatifs. Reprenons les choses une à une. Donc une personne qui va être exposée lors d'un rapport sexuel sexe-sexe ou oral-sexe va rentrer dans une période d'incubation qui va durer quelques dizaines de jours. Puis en syphilis primaire, à partir de la syphilis primaire, c'est-à-dire de l'apparition du chancre, la personne va pouvoir transmettre la maladie par voie sexuelle ou materno-fétale. Puis le chancre va disparaître et la personne va rester asymptomatique durant un certain temps, quelques semaines. Et ensuite, elle va pouvoir développer, elle développera une syphilis qu'on appellera secondaire, donc l'éruption cutanée dont on a parlé tout à l'heure. Toujours
possibilité de transmission par voie sexuelle ou materno-fétale lorsqu'on est en syphilis secondaire. Ensuite, cette syphilis secondaire disparaît et la personne va rentrer en période de latence, qui peut tout à fait donner lieu à une résurgence de la syphilis secondaire quelques semaines, quelques mois, voire plusieurs années après. Et dans ce cadre-là, lors de la latence, on a une possibilité, un risque de transmission materno-fétale. Alors les choses peuvent être encore plus graves puisque on a chez certaines personnes la bactérie qui va atteindre le système nerveux et qui va entraîner une neurosyphilis précoce. Chez 5% des gens, on va développer des symptômes, par exemple une méningite, des problématiques ophtalmiques et des problématiques vasculaires au niveau du cerveau, donc une chose très très grave. Et puis, enfin, le dernier stade, la syphilis tertiaire, qui peut apparaître au bout de quelques années ou qui peut apparaître de manière assez précoce aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des complications cardiovasculaires, on peut avoir une paralysie générale, on a des atteintes tissulaires dramatiques, euh, par exemple comme ceci. Là, vous avez une personne qui a été atteinte de la syphilis et qui développe une syphilis tertiaire. Alors, c'est pas à ce moment-là que la personne est la plus contagieuse, hein. Dès le départ ici, dès le début, lors de la syphilis primaire, la personne est contagieuse. Et souvenez-vous que les chancres, on ne les voit pas forcément. Penser dans la bouche, on ne voit pas forcément. Sur le sexe d'un homme, pas toujours. Et sur le sexe d'une femme, eh bien, on peut passer vraiment à côté. Donc attention, attention, attention. Ici, vous prendrez le temps de le lire, vous faites une petite pause et vous verrez un certain nombre d'individus connus qui ont eu la syphilis. Cette syphilis, on peut l'éviter grâce au préservatif. Et puis cette syphilis, si malheureusement on l'a attrapée, l'idéal c'est vraiment de ne pas l'attraper, et qu'on la voit, eh bien, dès le début, elle peut être prise en charge par le médecin par un médicament simple, la pénicilline. Mais faites vraiment attention, ne vous dites pas, tiens, il y a la pénicilline qui existe, donc c'est bon. Non, vraiment, pensez aux gestes barrières. Donc, notre syphilis, si on reprend les voies d'entrée pour les bactéries, pour les levures, c'est les mêmes choses que ce qu'on avait vu en virologie. Donc, concernant notre syphilis, voie d'entrée par le sexe et puis par voie orale. Donc, pour tous vos contacts sexuels, utilisez un préservatif. Alors, passons à autre chose. Maintenant, quels sont les risques pour la santé en laboratoire? Je vous conseille d'aller regarder ce document de l'INRS qui s'appelle Laboratoire d'analyse médicale, évaluation et prévention des risques infectieux. Donc, je vous rappelle qu'en fait, on a 4 groupes de micro-organismes. Premier groupe, en fait, les micro-organismes non pathogènes pour l'homme, par exemple la levure du boulanger. Et puis ici, en niveau 4, des micro-organismes extrêmement effroyables comme le virus Ebola. Le VIH, virus du sida, est en niveau 3. 4 critères sont pris pour classer les micro-organismes: la pathogénicité pour l'homme, le danger pour le travailleur, le risque d'épidémie, et puis l'existence d'une prophylaxie. Un vaccin est une prophylaxie, le préservatif est une prophylaxie, et puis est-ce qu'il y a un traitement efficace? Vous trouverez aussi des éléments concernant l'évaluation de risque dans ce cadre-là. Regardez cette ligne, en fait, les critères qu'ils ont pris, c'est le mode opératoire. Donc, ils ont détaillé ici sur l'exemple de la coproculture les différentes étapes. Donc, ici, on est sur l'analyse d'activité. Ensuite, ils ont repéré un certain type de danger pour chaque mode opératoire, les expositions et risques, et puis des éléments de prévention. Alors bon, il y a des éléments de vocabulaire sur lesquels vous ne serez pas forcément totalement en accord, mais en tout cas, on constate que c'est une démarche classique euh, pour le risque biologique. Donc il faut faire de la prévention, et dans cette prévention, tout commence par l'organisation du laboratoire. J'ai repris ce transparent au niveau d'un PowerPoint d'hygiène et sécurité au laboratoire, où on vous dit qu'en fait, dans tous les laboratoires d'analyse biologique médicale, il faut un local de réception et d'accueil, une salle de prélèvement, un bureau de secrétariat et d'archives, 2 salles techniques, dont une réservée à la microbiologie et une laverie. Et en fait, pourquoi cela? Pour limiter le risque biologique. Donc tout commence par l'organisation. Ensuite, vous verrez que toute la
le risque biologique se gère d'une manière classique, telle que vous l'avez déjà explicité par ailleurs, avec des notions de protection collective, de pays, la gestion des déchets, qu'on appelle ici des DASRI, et puis des mesures techniques, humaines et organisationnelles. Donc, qui vont du lavage des mains à la bonne gestion de l'utilisation des réfrigérateurs et autres congélateurs qu'on a en laboratoire, à l'utilisation de techniques telles que des postes de sécurité microbiologique qui vont permettre de protéger l'opérateur, mais aussi la manipulation. Alors changeons de sujet, maintenant on va aller voir des choses un peu plus positives. On va aller voir la notion de microbiote. Alors le microbiote, c'est quoi? Le microbiote, c'est un écosystème qu'on va pouvoir retrouver à différents endroits au niveau de notre organisme. Nez, bouche, pharynx, microbiote de la peau, des poumons, du tube digestif, et ici il s'agit d'une femme, donc microbiote du vagin. Ces microbiotes sont différents par les espèces qui sont présentes, les équilibres de ces microbiotes, et par la quantité aussi de micro-organismes que l'on retrouve ici et là. Par exemple, sur le microbiote du tube digestif, vous constatez qu'au niveau de l'estomac, on a 10 à 1000 bactéries par millilitre, alors qu'au niveau du côlon, on en aura 10 milliards à 10 000 milliards de bactéries par millilitre, et bien sûr avec des espèces différentes. Alors ce microbiote nous vient d'où? Eh bien, ce microbiote nous vient d'abord de notre maman, que ce soit par contamination intra-utérine ou selon le mode d'accouchement. Si l'accouchement était un accouchement par voie basse classique, on aura eu un contact avec les muqueuses vaginales et donc un ensemencement par ces bactéries-là, par ces germes-là. Et si c'est par césarienne, on aura d'autres types de contacts, bien sûr. Le microbiote le plus intéressant provient de cette contamination par voie basse. Ensuite, ce microbiote, il va être modifié par l'environnement familial, mais aussi par le type d'alimentation et par les traitements antibiotiques ou probiotiques qui pourront être donnés à l'individu. Et progressivement, l'enfant va aller vers un microbiote de type adulte. Vous constatez que ce microbiote ici évolue avec l'âge. Regardez, pour un adulte âgé, on a un chamboulement du microbiote par rapport à un adulte non âgé. Et puis vous constatez aussi que le microbiote d'un enfant, d'un bébé, ne ressemble pas au microbiote de l'adulte. Donc ce microbiote intestinal va évoluer au cours du temps et va avoir un certain nombre d'actions. Actions sur l'immunité, actions sur la différenciation cellulaire, sur le métabolisme, sur l'expression génétique, sur la prolifération des cellules, sur le stockage des acides gras et sur la digestion. Alors c'est absolument passionnant cette histoire de microbiote parce qu'on s'aperçoit actuellement que le microbiote intestinal peut tout à fait influencer le cerveau par des mécanismes assez complexes, loin d'être bien compris de nos jours, mais on observe qu'effectivement on a une influence du microbiote sur le cerveau. De la même manière, on a une influence du cerveau sur le microbiote, notamment lors de stress, avec des modifications du microbiote liées à cette réponse au stress. Alors, dernière expérience que je voulais vous citer, donc c'est une expérience qui est décrite ici dans une source qui vient de l'Institut Danone. Alors cette expérience a bien eu lieu, mais attention à ne pas en tirer n'importe quelle conclusion. Alors, donc ici, vous avez deux souris qui sont des souris receveuses minces à qui on va donc fournir deux microbiotes, un microbiote de souris obèse et puis un microbiote de souris mince. On va s'apercevoir que du coup, celle-ci va devenir obèse et celle-ci va devenir mince. Alors, c'est un système extrêmement complexe, on ne comprend pas tout encore là-dedans, donc attention à ne pas tirer de conclusions qui seraient fausses, du genre si je repère le micro-organisme présent dans toutes mes souris minces, alors si je le mets dans un yaourt, toute personne qui consommera ce yaourt deviendra mince. Attention, non, ce sont des mécanismes beaucoup plus complexes que cela. Alors pour conclure, moi je retiendrai d'abord le caractère extrêmement positif des microbiotes, la problématique, bien entendu, de micro-organismes pathogènes. On a des connaissances très solides en microbiologie, mais on a surtout plein de nouvelles choses à découvrir. Pour ce qui est des risques biologiques, eh bien, c'est assez classique. 4 niveaux de risque. Il faut connaître le risque pour pouvoir l'évaluer, pour pouvoir le maîtriser. Et puis, on a des mesures de type THO pour maîtriser ce risque. Et puis, j'insiste une dernière fois, n'oubliez pas d'utiliser des préservatifs. À très bientôt. Bonne soirée à vous.